Entre 1914 et 1918, la guerre se déplaça sur un nouveau champ de bataille, le ciel. Le monde découvrit des scènes que l'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Il y eut de fantastiques combats aériens. Je revois la scène à présent. Ça faisait comme un nuage de mouches dans le ciel. Tous ces avions volaient très vite, très vite, et ils piquaient. Les crashs étaient terribles. Les taux de perte étaient tels que les pilotes étaient presque certains de ne jamais en revenir. J'ai embrassé ma mère, je me suis assuré que tout était en ordre et je lui ai dit « Adieu, je pense que je ne te reverrai pas ». C'était la seule attitude à adopter. Vous partiez pour mourir. Les avions décollaient tant bien que mal des plateformes des navires. Une aventure nouvelle pour certains, la carrière dans l'armée de l'air. En matière d'armement, cette guerre fut riche en avancées technologiques, chaque camp essayant de surpasser l'autre. Ce fut le début de la guerre moderne avec l'apparition des chasseurs et des bombardiers. Et une toute nouvelle race de héros, les as de l'aviation. Aujourd'hui, cette guerre du ciel peut être vue comme ces pilotes l'ont vue, en couleur. Pendant l'été 1914, tandis que l'Europe entrait en guerre, une façon plus élégante de participer au conflit attira des jeunes gens de tous horizons. En Angleterre, beaucoup d'entre eux firent la queue pour pouvoir intégrer le Royal Flying Corps. L'âge minimum pour devenir pilote était de 17 ans. Dès qu'ils étaient enrôlés, ces jeunes pionniers partaient généralement sur le front ouest, en France. Il ne nous venait pas à l'esprit que d'autres pourraient vouloir rejoindre le Royal Flying Corps. Nous pensions que nous serions les seuls à avoir cette brillante idée. Aussi, notre déception fut immense quand nous découvrîmes les longues files de postulants. À ce moment-là, tous nos espoirs partaient en fumée. Nous nous demandions, est-ce que tous ces types vont être pris? Est-ce que je leur ressemble? Puis c'était le silence et le lent cheminement de la file qui serpentait devant nous. Nous dévisagions les autres avec angoisse en essayant de lire dans leurs yeux s'ils avaient une chance d'être pris et si nous y avions notre place. L'armée de l'air n'avait que 11 ans d'existence quand la Première Guerre mondiale éclata. Et quand vous aviez 18 ou 19 ans et que vous regardiez les avions, vous aviez l'impression d'être en face d'une voiture de course. C'était encore les débuts de l'aviation. En 1903, les frères Wright fabriquèrent le premier avion à moteur à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Les commandements militaires commencèrent à réaliser que les avions pouvaient se montrer utiles en temps de guerre. En 1909, le Français Louis Blériot traversa la Manche. Il vit le monde comme personne ne l'avait vu avant lui. Commença alors l'utilisation des avions à des fins militaires qui permettaient au commandement au sol d'avoir une vue d'ensemble des champs de bataille. La reconnaissance aérienne avait débuté au milieu du 19e siècle avec les ballons à air chaud. Et la plupart des aérostiers continuèrent d'être utilisés comme espions des airs.
mais les ballons étaient devenus des cibles faciles pour l'ennemi. À partir de 1916, les aérostiers furent équipés de parachutes qui avaient fait leur apparition aux États-Unis 30 ans auparavant. Les pilotes, par contre, n'y avaient pas droit, car leur commandement pensait qu'ils pourraient être tentés d'abandonner leurs avions inutilement. Les parachutes sauvèrent de nombreux aérostiers. Quand l'un d'eux était repéré par un avion ennemi, il pouvait sauter et avoir la vie sauve. Et les équipes au sol pouvaient tenter de sauver les ballons en essayant de les redescendre avant qu'ils ne soient dévorés par les flammes. Les ballons n'étaient pas la solution la meilleure, et au final, les avions plus petits et plus rapides devinrent la clé de la reconnaissance aérienne, car leurs pilotes pouvaient aller prendre des photographies loin derrière les lignes ennemies. Si vous arriviez à prendre une photo, vous pouviez voir des choses qu'aucun autre observateur ne pouvait voir. Et vous pouviez ramener une image, l'agrandir et du coup avoir une vision précise des opérations. Ainsi, vous pouviez repérer l'emplacement des canons, des points de passage et des postes de commandement. De plus, les pilotes pouvaient communiquer leurs découvertes par radio à leurs états-majors. La seule façon d'empêcher ces précieuses photographies d'être ramenées à la base était d'abattre les avions. Ce qui n'était guère facile dans les premiers temps du conflit. Un des plus gros problèmes à résoudre était d'armer efficacement ces avions avec des bombes ou avec des mitraillettes. Car c'étaient des engins primitifs, pas très solides, avec des moteurs peu puissants qui pouvaient difficilement supporter une charge supplémentaire comme une mitrailleuse et ses munitions. Il y avait d'autres problèmes, comme par exemple le fait que l'hélice se trouve dans la ligne de mire. La première solution fut trouvée en avril 1915 par un pilote français du nom de Roland Garros qui renforça les pales de son hélice de manière à ce que les balles rebondissent dessus. Ce n'était pas la solution idéale. D'abord à cause de la charge supplémentaire que cela faisait supporter à la carlingue, et ensuite parce qu'une balle sur 10 partait Dieu sait où et pouvait même revenir et toucher votre propre avion. En dépit de ce danger, Roland Garros réussit à descendre 5 appareils allemands en 2 semaines. Les pilotes abattus ne surent jamais comment et par quoi ils l'avaient été. Mais plus tard, le pilote français fut contraint d'atterrir en territoire ennemi. Les Allemands ont immédiatement compris pourquoi son avion était si performant. Un seul appareil qui avait facilement réussi à battre en brèche l'armée de l'air allemande, la surprise était quand même de taille. Quand les Allemands ont vu la relative simplicité de cette technique, ils ont tenté d'améliorer ce procédé consistant à tirer à travers l'hélice grâce à un concepteur hollandais, un homme vraiment brillant et très talentueux du nom de Anthony Fokker. Fokker résolut le problème de rebond et révolutionna ainsi les combats aériens en inventant un système qui synchronisait le tir de la mitrailleuse avec la rotation de l'hélice de manière à ce que les balles évitent systématiquement les pales. Très vite, les Allemands perfectionnèrent cette technique qui devait leur apporter la supériorité dans le domaine aérien. Vous voyez arriver un avion allemand, et quand il se retrouvait derrière ou au-dessus de vous, il fondait sur vous tel un faucon sur un moineau. J'ai remercié le ciel plusieurs fois d'être revenu indemne de toutes ces mauvaises rencontres. Les pilotes alliés étaient sans défense. 1915 vit la naissance de ce qui fut connu alors comme le fléau Fokker. L'espérance de vie des pilotes alliés se mesurait en jours. Les Fokker de 1915 anéantirent les forces anglaises et françaises. Pourtant, les états-majors continuaient d'avoir désespérément besoin de leurs observateurs aériens. Tous les jours, de jeunes recrues fraîchement émolus de l'école de pilotage arrivaient en France. Quand je suis arrivé en France pour devenir pilote de chasse, je n'avais jamais volé sur ce type d'appareil. J'allais m'y retrouver seul le lendemain matin, sans même avoir reçu la moindre formation au combat. Beaucoup partirent avec seulement 5 heures d'entraînement. Les 2 garçons avec qui j'avais traversé la Manche furent abattus avant que j'aie pu survoler les lignes de front.
Des hommes mouraient tous les jours. Mon meilleur ami était là l'après-midi et il avait disparu le lendemain au déjeuner. Ça arrivait tout le temps. Vous n'aviez jamais personne à vos côtés. Personne avec qui trinquer, personne pour s'inquiéter si par malheur vous étiez abattu. Vous étiez seul. Vous vous battiez seul et vous mouriez seul. Il y a eu des exemples de pilotes qui arrivaient le matin en remplacement et qui étaient morts dans l'après-midi sans même avoir eu le temps de déballer leur pactage. Hugh Trenchard, qui était alors à la tête de la Royal Flying Corps, ordonna que de nouveaux pilotes soient envoyés chaque jour en remplacement des hommes disparus de la table du mess des officiers. Si un pilote voyait toutes les places occupées autour de lui, il pensait moins au sort de ses amis disparus à jamais. Au contraire, il ne songeait qu'à offrir des verres aux nouveaux arrivants et à faire en sorte qu'ils se sentent comme chez eux. « 1915 continua à être une armée désastreuse pour les pilotes alliés. La domination des Fokkers dura encore 9 mois, durant lesquels l'espérance de vie moyenne d'un pilote anglais n'était que de 11 jours. Vous vous attendiez à être tué à n'importe quel moment. Vous ne pensiez jamais à la vie de quelque manière que ce soit. Nous faisions juste notre travail, vous savez. Les hommes étaient démoralisés et se plaignaient souvent du manque de compétitivité de leurs avions. Hugh Trenchard savait que ces pertes étaient inévitables et qu'à cet égard, la guerre du ciel ne serait pas différente de celle des tranchées. Il leur fallait soutenir une guerre d'usure qui ferait un grand nombre de victimes avant de pouvoir espérer la victoire. Vers l'été 1916, les Alliés avaient rattrapé leur retard technologique en matière d'armement. Leurs avions étaient à présent également équipés de mitrailleuses à l'avant. C'étaient de nouveaux modèles, plus rapides, plus légers, plus précis. Et leur Royal Flying Corps passa de 12 à 27 escadrons. Ce fut la fin de la domination du Fokker, et ce fut un immense soulagement pour les Alliés de savoir qu'ils pouvaient de nouveau compter sur leur aviation. La guerre des tranchées était dans l'impasse depuis bientôt 2 ans. Et les commandements des deux camps désespéraient d'en sortir un jour. En février, les Allemands lancèrent une vaste offensive sur Verdun, mais ne parvinrent pas à déloger les Français. Pour soulager leurs alliés, les Anglais organisèrent une attaque dans la Somme en juillet. La reconnaissance aérienne fut vitale, non seulement pour la localisation des forces allemandes, mais également dans le guidage des tirs d'artillerie. Avec leurs nouveaux avions, les pilotes alliés participèrent aux opérations. Certains devinrent très célèbres. L'un d'eux s'appelait Albert Ball. Albert Ball était un exemple pour les pilotes du Royal Flying Corps, car aucun défi ne semblait l'effrayer. En un sens, il représentait parfaitement ce que Trenchard attendait de ses aviateurs, des hommes qui n'avaient peur de rien, qui étaient toujours partants. Ils ont dit que je m'étais craché à 190 km/h et j'ai dû en convenir en voyant l'état de mon train d'atterrissage. Heureusement, il est presque réparé et je pourrai bientôt voler à nouveau. C'était une drôle de sensation de sentir ma dernière heure arriver, mais ce n'était pas pour cette fois. Albert Ball ne devait sa survie qu'à la chance. Un jour, il est revenu avec son avion criblé de balles, mais cela ne pouvait pas durer. Albert Ball fut tué à l'âge de 21 ans. Il avait descendu 44 appareils allemands. Les Français exploitèrent rapidement la renommée de leurs as de l'aviation. En focalisant l'attention du public sur ces héros, ils tentaient d'occulter le carnage dans les tranchées. Les pilotes les plus brillants étaient courtisés par la presse et paradaient dans la haute société. Les Allemands firent de même.